Bonjour à tous et bienvenue pour la première émission du coup de Time for Interviews. Aujourd'hui on a beaucoup de chance parce que le premier invité me fait l'honneur d'être ici. Il s'agit de Bruno Meyer. C'est un comédien de doublage extraordinaire. C'est un adaptateur, un directeur artistique et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir avoir quelques minutes et quelques questions à lui poser. Alors merci Bruno pour ce temps et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. On vous entend notamment sur l'Attaque des Titans, Dragon Ball Super, Teen Titan ou encore Fairy Tail. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Alors moi j'ai commencé il y a 16 ans maintenant, 17 ans même. D'abord j'ai fait du théâtre. Alors avant le théâtre, j'avais fait des études, j'avais étudié le japonais, c'est la raison pour laquelle je suis venu à Paris, j'avais étudié le japonais à la fac. Et j'ai tout de suite trouvé du travail parce que c'était le boom des DVD, qu'il fallait faire du sous-titrage, tout ça, donc il y avait énormément d'animés. En tout cas, je me suis retrouvé confronté très tôt aux animés japonais, mais c'était pas du tout dans un cadre artistique, purement artistique, c'était vraiment pour de la traduction, adaptation, et j'ai compris très vite que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai fait ensuite des cours de théâtre. J'ai pris des cours de théâtre parce que je voulais être comédien. Voilà, c'était ma marotte, et puis de fil en aiguille, ça m'a conduit vers la synchro. Et du coup, si j'ai bien compris, pour être comédien de doublage, il faut avant tout avoir fait effectivement du théâtre pour pouvoir être comédien. Et du coup, on peut pas arriver comme ça sans avoir fait effectivement avant tout cette formation quand même. Complètement. Alors bien sûr, il y en a qui ont baigné dedans depuis tout petit et tout, mais tous ceux que je connais sont tous confrontés à un moment donné au fait de devoir prendre des cours pour pouvoir passer aussi un cap et pouvoir explorer des rôles et approfondir les choses. Oui, c'est parce que c'est un passage obligé, quoi. Voilà. C'est très intense. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite anecdote sur le premier doublage du coup que vous avez fait, tout premier? Le tout Est-ce premier, que vous en souvenez? oui, on s'en souvient, c'est ce qu'on appelle le baptême. Je me souviens, j'étais sur un film d'horreur, c'était pour M6. D'accord. Pas un film d'horreur, c'était une série d'horreur qui s'appelait, je crois que ça s'appelait Haunted à l'époque, j'avais fait des petites voix en fait comme ça. Il s'avère que celui qui dirigeait cette série, c'était Georges Caudron, le regretté Georges Caudron, qui nous a quittés il y a peut-être 2 ans maintenant, et qui était la voix de Fox Mulder dans X-Files, voilà, qui était vraiment le truc que je regardais. David Duchovny, voilà, celui qui doublait David Duchovny, et il avait un certain goût pour le fantastique depuis qu'il avait fait X-Files. Donc c'est vrai que les studios avaient tendance à lui proposer pas mal de séries fantastiques parce que ça lui plaisait aussi. Et j'avais pu assister 2-3 fois et il m'avait donné ma chance. Et donc on commence petit. Donc vous aviez quel âge à peu près dans vos premiers essais vous dites 16 ans. Est-ce que il y a un âge du coup pour j'avais 22, un truc comme ça. 20. Je sais qu'il y a des petits aussi, des fois ils prennent pour des voix d'enfants ou pas forcément comme non. Voilà, mais il y a pas d'âge quoi. Mais il y a eu cette aventure là, puis après je suis parti sur autre chose parce que j'étais encore en cours de théâtre quand je faisais ça. Et disons qu'il y a eu un certain temps avant que je me remette au doublage après. Donc il y a eu cette expérience là. Et puis après j'avais toujours plusieurs casquettes à l'époque. C'est-à-dire je faisais encore de la traduction parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie. Je prenais des cours de théâtre, donc j'avais des journées assez bien remplies. Donc j'ai pas été assidu à ce moment-là pour continuer la synchro. Et puis j'ai fait une erreur de débutant que tout le monde fait, c'est-à-dire vous pensez que vous avez fait un truc et que donc les gens vont se souvenir de vous et vont vous rappeler. Ça n'est absolument pas vrai. Voilà, il faut faire le pied de grue pour faire ce métier. Il faut persévérer. Vous avez relancé par la suite. Par la suite, oui, voilà, j'y suis revenu un petit peu par la suite, mais j'étais très focus sur mes cours de théâtre à l'époque. Ce qui est normal, vous étiez sur une chose en particulier. Dans votre métier, du coup, vous pouvez nous dire un petit peu à quoi ça ressemble une journée type en studio? Une journée type en studio, oui. Une journée type en studio, alors du point de vue du comédien ou du directeur artistique? Vous pouvez nous faire les deux, vu que vous avez effectivement la chance d'avoir, si ça ne vous dérange pas, les deux. Bien sûr, comédien, disons qu'on vous a booké pour une journée entière, vous allez travailler une journée entière, et ben vous arrivez en studio le matin, 9h, 9h30, et puis normalement, typiquement, une journée de doublage, c'est 9h30, 18h30, avec des fois on peut commencer un petit peu avant, on peut terminer
un petit peu après. On n'est pas censé, mais des fois ça arrive. Selon les prises. Voilà, exactement. Et puis on est soit on est seul à la barre, soit on est avec des collègues, et puis on va jouer des scènes ensemble. Quand on est plusieurs, en général, c'est que on va pouvoir interagir, on va pouvoir enregistrer ensemble et se répondre, ce qui est quand même mieux que quand on enregistre. Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus agréable de pouvoir partager à ce moment-là. J'avais un souvenir. Mais on peut être aussi, on peut avoir aussi un rôle qui de moindre importance, ou en tout cas, on peut avoir on peut n'être booké que 1 heure ou 2 ou 3 ou même un quart d'heure. Du coup. Si, enfin, on sait combien de temps ça va prendre, forcément, parce qu'on a besoin de faire un planning, donc on a besoin de rentrer ces choses-là dans le planning, mais des fois, on peut y aller pour un quart d'heure et ressortir aussi sec, quoi, parce qu'on n'avait pas beaucoup à faire, et voilà, qu'on fait juste un coucou et on a travaillé. Le directeur artistique, pour une journée entière de doublage, il est là de 9h, 9h30 à 18h30, 19h. Et qu'est-ce que vous préférez, du coup? Est-ce que vous aimiez plutôt la partie comédien ou plutôt directeur? Les deux sont intéressants. Alors, directeur artistique, c'est un métier qui a encore plus de l'ombre que comédien, parce que des fois on se rend pas compte que certains doublages ont été réussis grâce au directeur artistique. Disons que c'est lui qui va trouver les talents, c'est lui qui va associer telle personne à telle autre personne. La sélection, effectivement. Voilà, c'est ça, qui fait la sélection, et donc le son même du doublage, c'est sa responsabilité. La cohérence avec les personnages, la cohérence, l'harmonie des voix, c'est sa responsabilité. Et surtout, le travail qu'il a en studio c'est rien comparé à tout le travail de préparation qu'il y a en amont. Très souvent, quand on me demande d'expliquer la direction artistique, je dis que c'est un travail de tour de contrôle. C'est un travail de tour de contrôle. Vous vous appelez les uns et les autres, vous essayez de faire un planning. Toi, t'es dispo quand? Ok, d'accord. Alors, je te mets là. Tout ça, c'est un travail qui est très très chronophage. Une fois qu'on est en plateau. C'est bon, on a déjà fait tout le travail en amont. Il s'agit juste de diriger les comédiens, d'expliquer aussi aux comédiens au niveau du projet, au niveau de l'univers, parler de l'univers, tout ça, et donner suffisamment d'informations aux comédiens pour qu'il puisse faire son rôle, mais ne pas le surcharger non plus d'informations dont il n'a pas besoin. Il faut bien comprendre que un doublage, c'est un puzzle. Vous enregistrez avec un tel, ce sera assemblé avec un tel, etc. C'est un puzzle. Et donc, le comédien, pour pouvoir jouer un rôle, il n'a pas forcément besoin de connaître absolument tout de la série. D'ailleurs, on nous demande très souvent, en comédien, est-ce que vous avez aimé telle œuvre sur laquelle vous avez travaillé? Des fois, l'œuvre, je l'ai pas vue, tout simplement. Moi, c'est vrai, il y en a qui... j'ai qu'une vue parcellaire, en fait. En comédien, on n'a qu'une vue parcellaire. On voit nos scènes. On voit pas les. Le truc en lui-même, ils l'ont pas. Le truc en lui-même, on l'a pas, mais ou alors on a une explication. Mais le problème, c'est que on est sur tel plateau tel jour, de telle heure à telle heure. Ensuite, on a un autre plateau. Donc, les informations qu'on va nous donner sur le premier plateau, on va les oublier. Mais elles sont suffisamment succinctes et nécessaires pour se mettre. Parce que j'allais parler de l'immersion, justement comment ça se passe en fait avant même. Parce que vous avez beau être immobile dans cette pièce avant même effectivement voilà, on arrive sur le plateau, on vous explique un peu comment ça va se passer. Quel est le travail intérieur que vous faites quand on vous donne là en tant que comédien du coup, qu'est-ce que vous faites en amont pour vous dire voilà, j'ai quelques informations, comment ça se passe dans votre tête, comment vous vous préparez à cet instant, à ce rôle? En fait, on arrive en plateau et 5 minutes après on joue. Donc en fait, dans les 5 minutes, ce qui se passe, c'est la partie explicative, comme je disais. Donc le directeur artistique nous donne les informations. Et puis on regarde aussi l'image. On n'est pas sans rien. On regarde l'image. En tout cas en doublage. C'est pas forcément le cas quand on fait une création de voix. Donc quand typiquement il y a un dessin animé français et qu'il n'y a pas d'image et qu'on va faire les images à partir de nos voix, c'est un autre travail. Mais c'est aussi, ça fait aussi partie de notre travail. Dans les 5 minutes, on va se plonger. Donc en fait, la préparation, il n'y a pas vraiment de préparation.
on est des techniciens, donc quelque part on a une technique de voix, on connaît notre instrument, tout ça. Après le reste, on est des éponges. On arrive comme une éponge et on va prendre des informations et on va s'imprégner du rôle comme si on était une feuille vierge sur laquelle on allait écrire pour jouer. Faut pas venir avec des idées préconçues, tout ça. Et puis surtout quand on essaye un rôle, alors ça dépend de l'importance du rôle, mais quand on essaye un rôle, eh ben on tâtonne. Des fois le directeur artistique il me dit ouais, fais-le plus comme ça, essaye un peu comme ça, tout ça jusqu'à trouver le personnage. Ça arrivait plusieurs fois. Enfin c'est là vous parlez effectivement de câbler un peu. Je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionne pour vous, comment vous faites pour changer de ton ou d'énergie quand vous par exemple vous passez du personnage de Levi dans l'Attaque des Titans et Whis Dragon Ball Super. Comment ça se passe? Ça se passe instantanément, c'est-à-dire qu'en fait, là, on parle de personnages que je connais parce que je les ai faits, donc je les ai dans un coin de ma tête, donc je peux switcher de l'un à l'autre. Oui, c'est pas un problème. Bah, disons que c'est notre métier, donc. Du coup, ça fait partie de vous. Vous savez, comme une personnalité, du coup, on va passer d'une à l'autre. Oui, voilà. Mais ça, c'est le cœur de notre métier. Donc, oui, on va passer instantanément d'un truc à l'autre, sachant que on est toujours aidé, en tout cas en doublage, avec l'image. Je reviens juste sur votre partie directeur artistique. Comment est-ce que vous choisissez la bonne voix pour un personnage? Qu'est-ce qui va vous faire dire à ce moment-là, quand vous passez les castings, je suppose, du coup, qu'est-ce qui va vous faire dire ce sera lui ou elle? Vous savez d'ores et déjà ce que vous allez rechercher? Alors non, pas forcément. Alors ça dépend. D'accord. Le directeur artistique, il y a les rôles qu'il peut choisir lui, c'est-à-dire mettre directement les comédiens sur des rôles, et il y a les rôles sur lesquels sont demandés des essais. Oui. Voilà. Les essais sont demandés en règle générale par les clients, donc qui veulent pouvoir avoir le choix pour trouver leur rôle principal. Donc très souvent, on fait venir 3, peut-être 4 personnes, ça dépend de ce qui est demandé. Ils vont tous essayer la même scène. Ça sera envoyé au client et le client dira nous on préfère cette voix-là pour tel rôle, nous on préfère cette voix-là pour tel autre rôle. C'est eux les décisionnaires finaux. Exactement. En général, ça se fait pour les rôles principaux, on va dire, les rôles principaux sur une série ou sur un film. Et donc là, c'est pas du fait du directeur artistique. Par contre, le directeur artistique, il a la responsabilité parce que c'est lui qui va proposer les comédiens. Voilà, ce sera parmi les gens qu'il aura proposé lui. Donc, il doit être sûr des gens qui proposent et que ça va aussi donner des palettes différentes pour que le client puisse aussi se dire ne pas avoir 4 fois la même personne, parce que voilà. Donc c'est de proposer des gens capables et de pouvoir assumer ces rôles-là, de pouvoir les faire. C'est bien d'avoir le choix parce qu'effectivement, comme ils savent pas peut-être eux aussi vers quoi se diriger, ils auront des personnes, une palette intéressante pour. Exactement. Et là, c'est plus du fait le choix n'est plus du fait du directeur artistique. Il fera avec le choix qu'on lui donne. Et puis il y a tous les autres rôles sur lesquels il pourra librement décider qui fait quoi. Pour ce qui est maintenant de cette partie-là, c'est l'intelligence artificielle. C'est un grand débat. Je suis navrée, mais je pense que vous avez quelque chose à nous montrer. Mon logo est retourné. Ben oui, mais c'est très important. On est dans ce sujet-là parce que je pense que le métier de comédien de doublage est un peu, voué à disparaître à cause de l'intelligence artificielle. On espère pas. On va essayer. On espère pas, parce que là déjà l'énoncé est hyper défaitiste. Mais moi je voudrais que l'intelligence artificielle ne vole pas vos voix et nous laisse tranquilles parce qu'on tient trop à nos voix françaises. On y tient tous, on est tous en tant que fans très attachés à tel ou tel comédien de doublage qui nous a marqué. Donc vraiment on espère que ça va pas nous embêter. Donc elle commence à générer des voix très réalistes, ce qui fait très peur. Comment percevez-vous cette évolution technologique? L'évolution technologique. Le problème, c'est que là, la chose contre laquelle on se bat, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, l'intelligence artificielle générative. C'est cette IA qui est en train de mettre sur le carreau des graphistes
Tout le monde maintenant peut faire des dessins en les demandant à ChatGPT. Tout le monde peut toutes les parties créatives, elles sont exactement, voilà, ouais, enfin, ChatGPT ou autre. Hein, je dis ChatGPT comme une généralité, mais je suis pas non plus un spécialiste. Il y a énormément de sites qui proposent de faire tel ou tel truc pour les montages. Et exactement. C'est effrayant. Ça va de ça, c'est-à-dire des gens qui perdent leur emploi. Petit truc au passage, j'ai lu un article hier. Il y a Amazon qui avec l'IA va virer 14 000 personnes pour je crois la fin de cette année ou l'année prochaine, déjà, pour recentrer sur l'IA. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens chez Amazon qui perdent leur emploi à cause de l'IA, et donc voilà. Mais il y a des prévisions aussi qui disent l'IA va créer de l'emploi. Non, elle va créer de l'emploi au début, puis quand on aura plus besoin des emplois dont elle aura eu besoin dans les premiers temps, elle va les virer tout simplement. Donc du coup, on voit bien que pour votre métier à vous, c'est pas un outil complémentaire. Ça va pas aider justement. On est devant une grosse arnaque parce que déjà il y a les gens qui perdent leur emploi, et les gens chez Amazon c'est pas des comédiens de voix. Hein. 14 000, c'est beaucoup plus que ce qu'on est nous en France, en tout cas pour faire du doublage, et c'est d'un coup d'un seul. Nous on a tiré la sonnette d'alarme sur l'IA parce qu'on savait on était menacé en premier. Disons que faire de la voix, en fait, faire de l'IA en imitant avec la voix, ça demande pas une puissance de calcul phénoménale. Donc c'est quelque chose qui allait être vite plié et qui avançait très très vite. Moi personnellement, malheureusement ça prend de l'ampleur. Moi, des gens se sont amusés avec ma voix sur les réseaux sociaux, voilà, où ils ont pris des extraits. Mais oui, ils ont pris ma voix. Mais en fait, ma voix, mon timbre, il est pas personnel. Je peux avoir des sosies vocaux, c'est pas un problème. Mais là, en l'occurrence, ils ont utilisé votre voix. Mais ils ont utilisé mon interprétation, et ça c'est un autre problème. Bien sûr. C'est-à-dire mon interprétation, elle m'appartient. C'est quelque chose que j'ai créé moi. Et au-delà du vol de voix, parce qu'une fois qu'on a dit vol de voix, on a tout dit. Voler une voix, ça veut rien dire. Ce qu'on nous vole, c'est l'interprétation qu'on a d'un personnage à un moment donné. Et surtout, un savoir-faire. Oui. Et ça, c'est là où c'est dégueulasse. Parce que vous avez fait votre... C'est là où la partie est des années que vous évoluez dans votre milieu, et là, en l'occurrence, on se bat justement pour garder tout ça, parce que il y a le réalisme, il y a l'émotion que vous nous donnez. Exactement. Et ça remplacera jamais, effectivement, cette compétence-là. Oui, mais alors, faut pas partir du principe que ça ne remplacera jamais, parce que ça s'améliore, ça devient de plus en plus bluffant, et les gens... Justement, que ça vous... Et non. Que ça prenne votre... Non, mais voilà, nous, faut pas qu'on parte du principe que ça ne prendra jamais nos émotions parce que bon, l'humain est tellement supérieur. Non. Le problème, c'est que de se gargariser de ça, on va en mourir. Non, l'IA sera capable de faire des choses bluffantes, et on ne fera plus la différence à un moment donné. Maintenant, est-ce qu'on veut laisser l'IA aller jusque-là? Est-ce qu'on veut continuer? Et par-delà même, au-delà de notre problème dans notre métier pour le doublage, les deepfakes, c'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Est-ce qu'on va laisser faire ça? Moi, personnellement, ça me fait peur, juste en tant que fan, par exemple, de voir tout ça. Mais vous, ça fait peur pour l'avenir de votre métier. Moi, j'ai encore plus peur pour les deepfakes, de manière générale, que pour mon métier. On se bouge, on a sensibilisé le public, et je crois qu'on le sensibilise de plus en plus, et que le public est avec nous. Il y a pas de problème. Je trouve que Monsieur Christian Clavier a été complètement à la ramasse. Mais bon, pas osé en parler, effectivement. Mais osons en parler. Je pense qu'il a été à la ramasse complet, et qu'il est persuadé qu'il va se vendre en allemand, en polonais, tout ça, et qu'il va trouver un public là-bas grâce à l'IA, sans comprendre que son humour franco-français ne concerne que les Français finalement. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Et grand monsieur quand même, grand acteur, mais qui dit tellement de conneries quoi. Mais je pense qu'il connaît pas effectivement ce que ça peut aller. Plus ils sont bons, plus ils disent de conneries, c'est terrible. Moi j'ai plus peur des deepfakes encore. Moi j'ai peur
qu'on appelle un membre de ma famille, voilà, avec une vidéo de moi ou de quelqu'un d'autre, en leur faisant croire que je suis en danger, que voilà, pour les rançonner, tout simplement, parce que ça va être bluffant, ça va être réaliste. Tout le monde s'est moqué de la pauvre femme, voilà, qui s'est fait avoir par le faux Brad Pitt. C'est vrai que c'était un peu gros tout ça, mais Mais ils ont essayé de justement aller en profondeur. Voilà, on devrait pas enfoncer cette femme. On devrait pas enfoncer cette femme parce que demain ça peut arriver à votre mère, ça peut arriver à votre père, ça peut arriver à n'importe qui, et ce sera encore plus bluffant. Donc, est-ce qu'on veut pas à un moment donné mettre le haut là? Moi, je pense, je suis pas pessimiste pour notre métier. Je pense que l'arrivée massive de l'IA, ça va être la mort des réseaux. Qui va aller sur un réseau social si ce qu'on voit, on le remet en question parce qu'on saura pas si c'est du lard ou du cochon? Mais c'est ça, oui. Après, j'espère juste que ça ne va pas l'ampleur que ça prend déjà maintenant. Ouais. Mais aller deux fois. Le problème, ce qui me pose problème, moi, c'est pas qu'on prenne ma voix, c'est qu'on prenne mon savoir-faire. Oui. J'ai mis du temps pour arriver jusqu'ici. J'ai pris des cours. Voilà. Et ça va pour tous les métiers. On parle de remplacer aussi les avocats. C'est-à-dire qui va payer un avocat quand on peut faire une plaidoirie sur, voilà, se faire différents, voilà, qui connaît tous les textes de loi, qui peut se faire peut se faire défendre par un architecte. Ils font quoi? Ils font 10-12 ans d'études, les architectes? Pour au final qu'on leur vende la même chose sur... Voilà, l'IA peut apprendre aussi toutes les règles d'architecture. Et on peut demander à l'IA, fais-moi un bâtiment de telle forme qui respecte toutes les normes, qui respecte toutes les règles pour être construit dans tel pays. Pour éviter de passer dorénavant par la personne en elle-même, quoi. Exactement. Qui va accepter de se faire remplacer par une IA quand tu t'engages dans un truc où tu fais énormément d'études? Enfin, il n'y a pas que nous, il y a tous les métiers artistiques et au-delà. Tout le monde est touché. Là, on parle de vous aujourd'hui parce que votre métier est clairement en danger. Et dans 10 ans, 15 ans, on a peur effectivement que ce soit définitivement remplacé par tout ça. Et on va faire en sorte de se battre pour ça. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de votre petit badge et de ce que ça représente? Oui. Petit badge qui arrête pas de... Ok, donc c'est le badge qui commence à être connu maintenant. Le badge touche pas ma VF. Je vous mettrai le petit lien effectivement pour que vous puissiez aller voir. Et c'est vraiment... Pétition en ligne. Je crois qu'on a recueilli pour l'instant plus de 250 000 signatures. Voilà, pour protéger tout simplement. Il y a beaucoup de comédiens de doublage justement notre métier, font cette promotion pour et faire en sorte, bouteille à la mer, que on puisse, comme ça se fait dans quelques régions du monde aussi, interdire tout simplement l'utilisation de l'IA à la télé. Et d'interdire les comédiens, que ce soit à l'image ou au niveau du son, d'interdire l'utilisation de l'IA, d'interdire de remplacer l'humain dans tout ce qui est artistique. Bon, en tout cas, j'espère qu'on y arrivera au bout d'un moment justement pour faire appel. Sinon, il n'y a plus d'art, il n'y a plus de valeur. Si on peut plus dire si une œuvre a été faite par un humain ou si elle a été faite par une machine, c'est l'effondrement total des valeurs. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je sais pas. Je ne pense pas. On est tous, très sensibles à telle ou telle chose. Et là, votre métier à vous, on a envie de vivre à chaque fois les émotions que vous nous donnez. Donc non, on n'a pas envie que tout le monde soit remplacé par ça. Donc, j'espère en tout cas que voilà, on y arrivera au bout d'un moment. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté. Mais je t'en prie. Allez, salut. Allez, à bientôt. Merci. Maintenant, on va parler un petit peu des rôles marquants et des inspirations. Parmi tous les rôles que vous avez eus, lequel vous a le plus marqué émotionnellement? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Plusieurs. Ah, il y en a beaucoup, c'est dur. Donc pas un en particulier. Ah non, il y a eu beaucoup de rôles qui m'ont marqué émotionnellement. Il y a eu des films durs. D'accord. Il y a eu des rôles qui étaient durs où le sujet était dur. Par exemple, quand vous travaillez sur des trucs tous les trucs un peu historiques sur l'Allemagne nazie, sur toutes ces choses-là, il y a des très grands films qui ont été faits. Et il y a des choses qui sont difficiles à... Vous pouvez refuser par exemple quelque chose quand c'est trop fort pour vous? Est-ce que c'est un projet que vous pouvez non. C'est trop prenant, donc du coup voilà, est-ce que ça fait pas... Le cas s'est pas présenté, je peux pas dire jamais, on sait jamais, jamais dire jamais, mais en tout cas ça s'est pas présenté. Ça s'est pas présenté pour moi, et au contraire, si je vois qu'il y a un challenge, j'ai plutôt envie d'y aller. Comme tout comédien, on a envie de se dépasser et de se nourrir et d'aborder aussi des nouvelles choses et de rencontrer aussi
de sortir un petit peu de se faire bousculer, Votre quoi, zone de confort, bah oui. de sortir de sa zone de confort et de toujours remettre ses billes en jeu. Et c'est arrivé plus d'une fois. On a pensé à moi pour des rôles qui étaient pas des rôles faciles émotionnellement, et c'est super intéressant, bien sûr. Quand vous êtes sorti de là, c'était quand même... c'est dur, hein. Oui, non, ça laisse pas de marbre, hein. Mais c'est intéressant, c'est comme vous dites, c'est challengeant. Ouais, bien sûr, c'est prenant, quoi. C'est prenant, mais c'est prenant exactement comme quand on tourne et qu'on est confronté à des histoires qui sont très, très prenantes et tout. On demande très souvent comment tu fais pour pleurer, mais en fait, si tu joues la situation et que tu es pris dans la situation, les larmes, elles montent toutes seules, hein. Là, je viens vous croire, oui, sur certains sujets, ça vient. Et vous parliez de vos débuts tout à l'heure. Est-ce que il y a quelqu'un qui vous a donné envie de faire ce métier ou pas nécessairement? Est-ce que quelqu'un qui vous a inspiré, juste en tant que comédien? Non, quand j'étais petit, je me demandais toujours qui était derrière ces voix qu'on entendait. D'accord. De temps en temps, à la télé, il y avait quelques réponses. Enfin, moi, j'étais petit quand il y avait eu une grosse grève dans le doublage. En tout cas, celle de 94 ou 95, je sais plus, mais et c'était là qu'il y avait eu un coup de projecteur sur les gens qui faisaient les voix et que les gens découvraient un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, enfant, je découvrais qu'il y avait des gens qui faisaient qui faisaient des voix et qui s'étaient mobilisés, et donc je savais dans un coin de ma tête que il y avait des gens qui faisaient du doublage, des voix, et que je réalisais que les voix d'enfants que j'entendais dans les dessins animés, c'était pas fait par des enfants, mais c'était bluffant. Oui, c'est assez impressionnant. Ouais, moi j'étais, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le savoir-faire. J'étais très admiratif de gens comme Brigitte Lecordier, comme Jackie Berger, qui quand on n'est que spectateur et qu'on ne les voit pas, on ne peut pas se douter que ce ne sont pas des enfants. Enfin, moi, en tout cas, Brigitte Lecordier, pour le coup, oui, je savais pas que c'était elle dans Oui Oui, et quand j'ai vu qu'elle était derrière, j'ai trouvé ça impressionnant pour le coup, donc vraiment. On peut pas se douter, c'est bluffant. De là, à partir de là, pour moi, c'était un peu mystérieux quand j'ai su que c'était des femmes qui faisaient des voix d'enfants. Ça. Je fais, mais comment c'est possible? C'est comme vous disiez, votre savoir-faire et votre transformation sur le moment, l'immersion qui vous fallait aussi loin, quoi. Est-ce que vous avez un personnage que vous auriez aimé faire, qui peut-être a déjà été fait dans certains films ou dessins animés, et que peut-être vous regrettez de pas avoir eu cette opportunité, ou pas nécessairement tout ce que vous avez fait? Non, vous en êtes content de votre parcours? J'avoue avoir été assez gâté, pour l'instant, et pour le coup. non, je suis pas envieux du travail des autres. J'ai dû passer des essais sur lesquels j'ai été pris, des essais sur lesquels j'ai pas été pris. Les choses se font pour le mieux, hein. On va dire que les collègues font aussi un excellent travail, donc si j'ai pas eu le truc, c'est que c'était pas écrit, et puis voilà. Et côté direction artistique, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez pas encore fait, que vous souhaiteriez faire? Pas en particulier. Moi, j'aime être surpris. Donc, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Non. On n'apprécie pas forcément tous les trucs sur lesquels on est, mais une fois qu'on y est, on le fait sérieusement et on le fait en donnant le meilleur de nous-mêmes, en tout cas. Que ce soit en tant que comédien, en tant que directeur artistique, parce que la chose doit être faite. Et puis à la fin, il y a votre nom aussi, en toute fin de générique. Donc ça, c'est quand même une grande fierté, je pense, de voir. Oui, mais ça implique de grandes responsabilités. Bonjour Donald René. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets actuels ou à venir? Parce que je sais que des fois, on n'a pas trop le droit de parler de certains projets. Alors, les projets à venir, on n'a pas le droit d'en parler. Par définition, tu n'auras, en tout cas, dans le milieu de la synchro, les projets à venir, on n'en parle pas, parce que tant que c'est pas sorti, ça on peut pas. Non. Projet actuel, il y a eu, j'avais une belle actualité, en tout cas, assez récente. J'ai collaboré pendant 1 an et demi. En tout cas, l'équipe de prod et le youtubeur Kevin Tran m'ont fait confiance pour assurer la version française, la version originale, puisque c'est un dessin animé français sur son œuvre Qui est He, qui est adapté de sa BD. Ok, je vais regarder. Qui est He, de Kevin Tran, est sorti en série, et ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, et que ça vient de sortir. C'est sur Canal+, je crois. Vous pouvez voir un épisode sur la chaîne de Kevin. On va partager la chaîne de Kevin, du coup, pour parler de ce beau projet. Le Rire Jaune. Ça marche.
Donc ça, voilà, ça fait, c'est un petit peu le truc d'actualité c'était très chouette. C'est une série d'ailleurs. Secret, on continue encore. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait terminé. Le doublage, je peux en parler parce que c'est sorti la semaine dernière. Ouais. On travaille dessus depuis l'année dernière, à doubler les épisodes et c'est chouette. Voilà, c'est un exercice que j'aime bien parce que là, pour le coup, en plus, c'est de la création de voix. C'est-à-dire qu'on part pas d'une version originale. On a les images, mais on est vraiment sur une création de voix. Donc il y a eu toute la partie tâtonnement justement où avec les comédiens, un peu amusez-vous, comment ça se fait? Kevin, c'est quelqu'un de très précis, donc en fait, il sait ce qu'il veut, il était très présent parce que déjà c'est son bébé sur les premières séances, parce que c'est vrai que moi, directeur artistique, je peux aiguiller les comédiens dans le jeu, mais dans toute la partie créative, c'est à lui aussi, et il était là pour ça, de nous expliquer ses personnages, de nous expliquer là où il nous emmenait, et comment il envisageait les choses. Et ça, c'est un processus qui est très important. Un directeur artistique, s'il se fait confier une création française, c'est une création de voix, en tout cas, il est obligé d'avoir quand même les créateurs avec lui, d'avoir le réalisateur, d'avoir tout ça. Il peut pas faire ça tout seul. Il a besoin de savoir dans quoi on part exactement, et de saisir vraiment les personnages. Donc c'est un travail d'équipe, et il était très impliqué, et je crois que le résultat, voilà, est chouette, quoi. D'accord. On regardera ça et on partagera avec plaisir, bien sûr. Je voudrais un petit conseil pour des gens qui veulent se lancer. Est-ce que aujourd'hui, des jeunes comédiens, justement, qui veulent aller dans le doublage, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner? Petit conseil à donner, il y a beaucoup de formations. Je pense que le métier est très intriguant. Il y a des formations. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je pouvais assister parce que c'était les studios s'étaient pas encore transformés entre guillemets en bunker à cause de la confidentialité, tout ça. Alors c'est vrai qu'il y avait pas les réseaux, il y avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait pas de fuite. On va dire sur les réseaux. Il y avait des fuites plus des cassettes ou des DVD qui circulaient, qui s'appelaient des screeners, où les gens ils allaient au cinéma, ou alors oui, il y a eu des affaires de piratage où il y a des films qui sont sortis de maisons de prod comme ça un peu sous le manteau et qui se sont retrouvés sur internet, mais il y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant on nous demande de la confidentialité, donc c'est très compliqué. C'est vrai pour les gens qui veulent se lancer de commencer le métier. Mais c'est pas voilà, c'est pas impossible. Le problème, c'est que ça dépend des prods. Il y a des clients qui vont dire, moi, je veux personne d'autre que les comédiens sur le plateau. On nous fait signer des papiers comme ça pour ne rien dire. Voilà. Et c'est difficile dans ce cadre-là de pouvoir assister. Mais il y a des formations qui existent. Ça permet de rencontrer les directeurs artistiques. Ça permet de se former. Ça permet de rencontrer des directeurs artistiques, enfin en tout cas des gens du métier qui viennent pour coacher ces gens, pour leur apprendre un petit peu les bases, tout ça. Et c'est un bon moyen de se faire repérer. Et puis sinon, pas se mentir, faut faire le pied de grue. Oui, bah oui, c'est ce que vous disiez. Faire le pied de grue sur les plateaux. Enfin, en tout cas, devant les studios, en espérant que leur chance aussi. Voilà, oui, au moins de pouvoir assister, parce que c'est en regardant les autres faire qu'on apprend. Et si vous deviez résumer le doublage en un mot, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Le doublage en un mot, c'est du son. Sinon, ça aurait pu être de l'amusement. Mais bien sûr. C'est compliqué en un mot. C'est le doublage en un mot. C'est le prolongement du métier de comédien, en tout cas pour les comédiens. Le doublage, c'est rendre les choses accessibles, et c'est aussi une tradition en fait. En France, on est vraiment attaché au doublage. On est un pays de doublage. Le seul équivalent que je connais comme pays qui est très attaché au doublage, c'est le Japon. Voilà. C'est vrai. Le Japon, ils sont très attachés au doublage, ils sont très attachés aux voix. Des fois, le succès d'une série ou le succès d'un jeu vidéo au Japon vient par la prépublication du
de la distribution du jeu, quoi. De qui vous entendrez sur tel jeu, tout ça, c'est ça qui des fois motive le public et contribue très largement au succès d'une œuvre. Au Japon. En France aussi, je trouve, parce que quand on voit effectivement des comédiens de doublage qu'on aime bien, qui vont être sur tel ou tel projet, que ce soit des... Oui, mais on le sait jamais trop à l'avance. Non, bien sûr. Au Japon, c'est prépublié. Là, pour le coup, il y a certaines personnes comme vous qui sont autorisées à parler de certains projets. Du coup, ils vont en faire la pub sur leurs réseaux sociaux. On se dit, oui, mais les projets, une fois qu'ils sont sortis. sortis. Oui, bien sûr. Là, je parle du fait que ce soit pas forcément le cas au Japon. Très souvent, au Japon, ils prépublient, ils vont donner la liste des comédiens qui sont présents sur telle série ou tel jeu, tout ça avant même que le projet soit fini, justement pour attirer le public, pour attirer le public à lui, et des fois les annonceurs, et des fois les annonceurs, tout ça, parce que au Japon, ils ont une notoriété folle. Et pourtant, ils sont confrontés à l'IA, comme on l'a vu. Ils ont fait une vidéo similaire à la nôtre, parce que ce comédien d'ailleurs qui parle dans la vidéo japonaise de l'IA, je l'ai rencontré. J'ai eu la chance de le rencontrer au Japon. C'est la voix de Freezer. C'était il y a quelques années. On était allé au Japon. J'étais parti avec Philippe Ariotti, donc le collègue qui fait la voix de Freezer depuis les années 80, et on a pu rendre possible de les faire se rencontrer. Freezer japonais, Freezer français, qui se sont rencontrés dans un hôtel au Japon. C'était mémorable, c'était génial. Moi, je trouve ça super de pouvoir rencontrer effectivement les voix. Moi, je faisais la traduction, j'assurais la traduction entre les deux. J'étais l'interprète, j'ai servi d'interprète à ce moment-là. Je crois que j'avais filmé un peu le truc et c'était génial, c'était émouvant en tout cas, c'était émouvant. Et c'est ce monsieur, qui s'est retrouvé il y a quelques mois à découvrir avec horreur que des gens, je crois des professionnels, c'est même pas des gens des réseaux, en tout cas pas des influenceurs, mais des professionnels qui ont utilisé sa voix comme ça gratuitement en se servant open bar, et du coup ça l'a mis en colère, c'est la moindre des choses, et c'est de là qu'ils ont fait aussi leurs vidéos, c'est-à-dire que avec toute la notoriété qu'ils ont au Japon, on a quand même été leur prendre leur voix, leur savoir-faire comme des voleurs. Donc si on l'a fait à eux, nous on n'est pas du tout à l'abri. Ce qui est arrivé à Françoise Cadol il y a pas longtemps aussi, Tomb Raider quand même. Hein. Mais là on part depuis ils ont réagi genre ah oui non désolé c'était une erreur c'était une erreur, oui on a appuyé sur le mauvais bouton, bien sûr on a appuyé sur le mauvais bouton. Je pense que si elle s'était pas bougée et si les fans s'étaient pas bougés, moi je remercie les fans pour ça, hein. Je remercie les fans que c'est nous qui avons de l'attachement oui mais merci aux fans de se bouger pour nous, parce que sinon Tomb Raider ce serait resté comme ça quoi, avec la voix en IA de Françoise Cadol. La France est tellement attachée à ça que justement si on peut se battre d'une manière ou d'une autre. Non seulement c'est moche de faire ça, c'est petit, mais en plus le résultat s'entend. Hein. Ils doivent pas être fiers d'avoir. Mais il y a une certaine naïveté, j'ai l'impression, des gens qui font l'IA, comme ceux qui ont sorti le trailer avec Stallone il y a quelques mois là, qui ont cru qu'en fait ça allait bluffer le public et qu'ils avaient fait un travail tellement génial que c'était incroyable. Ils se sont pas rendus compte à quel point ce qu'ils ont fait était naze, et en plus s'entendaient. Mais c'est bien que ces boîtes qui font de l'IA restent dans cette espèce d'ignorance et pensent qu'elles sont les meilleures, et qu'est-ce qu'elles font, c'est absolument génial. C'est comme ça qu'on gagnera aussi. S'ils se rendent pas compte effectivement des erreurs qu'ils font et de la. C'est en les laissant dans leur ignorance, et surtout dans leur pauvreté artistique. En tout cas, ils ont une belle oreille de merde. Ils ont peut-être des outils, mais ils ont une bonne oreille de merde. Et faut que ça reste comme ça. C'est comme ça. C'est peut-être nous. Enfin voilà. On va gagner grâce à ces erreurs répétées. Exactement. Je pense que en sortant ce trailer avec Stallone, qui a mis sa fille, qui a gêné sa fille un peu aux entournures, et on peut le comprendre. On sait pas vraiment comment le deal s'est passé, tout ça. Enfin bon, tout ça est très flou. Mais je pense que cette histoire nous a porté chance finalement, nous a apporté un petit coup de projecteur, voilà. Ça fait que montrer les erreurs qu'il peut faire. Ouais. Et puis le côté éthique aussi. Le côté éthique aussi. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la voix des gens qui ne sont plus là et de faire n'importe quoi avec, tout simplement parce qu'ils sont plus là pour donner leur consentement éclairé, même si on est de la famille. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'éthiquement ça se fait? Je sais pas. Je pense que là on est effectivement dans un domaine qui
les dépasse et sans déjà de base j'ai pas demander spécialement l'autorisation. envie de faire parler les gens qui sont plus là et qui me manquent. Ce serait, je pense, déplacé. Ouais, c'est déplacé, c'est de mauvais goût en fait. Bah complètement. Ouais. C'est comme si on faisait revenir le regretté Monsieur Hallman et qu'on essayait de faire quelque chose avec sa voix. Et aujourd'hui, je pense que oui, ça a été fait, d'ailleurs, ça a été fait. Ça fait partie que des choses un peu ratées et complètement effectivement déplacées. Voilà. Sur ça. Mais en tout cas, sachez qu'on tient beaucoup à vous et que toutes les voix aujourd'hui sont très importantes pour nous, fans français, public français. Donc, merci d'être encore là, merci de nous avoir accordé de votre temps et en tout cas, grâce à vous, cet échange était passionnant. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir. Voilà. Mais et merci à toi aussi de parler de notre métier et de mettre aussi ce coup de projecteur sur l'IA parce que on a besoin. On en entend peut-être pas suffisamment parler au goût des autres et si on peut encore rabâcher, on le fera. Mais ça, on continuera et autant qu'est-ce que s'en suivre. Voilà. Merci infiniment pour tout et c'est fini si vous voulez. C'est fini, il faut le clap. Voilà. Time for interview, finito.